Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature? Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Voilà qu'on pleure autour d'une croix, qu'on jette des fleurs, qu'on parle de moi. C'est une belle journée d'été, tout le monde s'est habillé. Bonjour! Et si nous partions ensemble pour la Drôme provençale? Plutôt en Drôme provençale, comme on dit ici. Je voulais vous faire découvrir la région des Baronnies, succession de basses montagnes et de vallées verdoyantes, couvertes de vignes, d'oliviers, de lavandes, de tilleuls. Et c'est au sein de cette nature bucolique qu'est installée la ferme de Dagobert. Ce fils de berger est éleveur de brebis, mais aussi de cochons. Il est céréalier car il cultive lui-même le petit épeautre. Et à cela, il faut rajouter les talents de charcutier pour transformer ses cochons et de chef cuisinier, son premier métier, sa première passion. Il s'est même formé dans les grandes maisons parisiennes. C'est parti pour un voyage au cœur de la polyculture drômoise, polyphonie de saveurs et de savoir-faire. Depuis la ferme de Dagobert, nous ferons quelques échappées vers le vignoble de Sylvia Test, situé à Curnier, dans les forêts de tilleuls de Mélina Père à Bézignan, et nous rencontrerons Rémi Boude, un paysan brasseur qui transforme son orge et son houblon en bière paysanne à Sainte-Jalle. Je vous vois si petit, tout là, la peine s'évanouit, tout là, des visions inouïes, du soleil qui mange la pluie. Bonjour Dagobert! Bonjour Julie, Quel endroit! bienvenue chez nous. Merci, quelle route là pour Au cœur venir des jusqu'à Baronnies, vous. voilà. Ouais, ouais. Ah, ça se mérite de venir là. Ouais, Ah ouais. c'est sûr, mais on est motivé quand on voit ce paysage. Et la ferme familiale alors? La ferme familiale, voilà. Ici, c'est l'exploitation de mes parents au départ. Et moi, quand je suis arrivé en 2006, voilà, j'ai complété un peu l'activité en faisant cette ferme auberge, en faisant un peu plus de culture et en diversifiant un peu plus. Et autour de l'agneau, on va avoir plein de petites choses, plein de productions, et notamment bah, voilà, le potager qui est là en dessous de l'auberge. D'accord. Et Tu on peut m'emmènes? s'avancer. Voilà. Au fur et à mesure de l'été, on renouvelle un peu au gré des besoins Donc là, de tu as tes l'auberge. tomates, et puis, tes oignons, tes courgettes. Voilà. Et tu les cuisines pour l'auberge? Tu les commercialises? Non, pas tellement. Globalement, tout ce qu'on fait ici, c'est au départ pour nous faire Pour être vivre, nous, quoi. autosuffisant. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu l'idée de faire du cochon, c'était en étant déçu d'un produit que j'avais acheté. Ah oui. En disant plus jamais j'achèterai de cochon de ma vie, je vais en faire un pour Allez. nous. Et puis au lieu d'en faire un, j'en ai fait 12. Et puis on a commencé comme ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, on va pouvoir s'avancer Allez, pour les allons-y. voir. Ouais. Je peux te laisser passer? Oui, bien sûr. Oui, il vaut mieux pas que je le touche, c'est ça? C'est électrifié. Hein. Je vais laisser le seau là. On va les faire venir. Là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8. Tudum, tudum, tudum. Allez, viens. Le cochon. Viens.
Mais c'est J'ai des petits. commencé... Là, ceux-là sont petits. Ouais, je m'attendais à voir. Non, mais les plus gros sont plus D'accord. loin. Ah, Ceux-là, c'est ils gentil ont... de Ceux-là, ils m'avoir sont encore proposé. avec... L'enclos des petits, ça me rassure. Tu as combien de surface pour combien de cochons à peu près pour imaginer le... On va avoir voilà, des parcs de 4 hectares pour une quinzaine de cochons à peu près. Voilà, ils ont Tranquille, une place. ils ont la belle vie. Ah oui, oui. De toute façon, l'idée n'est pas de faire un élevage intensif, Non, j'imagine. On est voilà. loin de ça. Ici, il faut le goût d'abord. Et puis, même malgré tout, avec ce fonctionnement-là, on arrive à avoir une croissance qui est intéressante et qui est pas si marginale que ça, en fait. Un subtil équilibre entre un élevage traditionnel et un rendement profitable que des contraintes et normes sanitaires risquent de mettre à mal. L'Union européenne a en effet édicté de nouvelles règles pour lutter contre une maladie qui touche les cochons, mais pas l'homme, la peste porcine, qui paradoxalement pénalise les petits éleveurs. Une exigence voilà, qui nous est demandée aujourd'hui, c'est d'avoir des clôtures plus hermétiques, entre Ouais, c'est guillemets, ça. et beaucoup plus protectrices C'est de la un faune. investissement pour vous alors. C'est un investissement énorme et le principe même de notre mode d'élevage est remis en question, là, pour le coup. Oui, du coup, ça encourage l'exploitation intensive avec des petits parcours, quoi. Donc moins Ou en de... bâtiment, s'il y a un bâtiment, il n'y ou a en plus besoin de bâtiment. clôture, il n'y a plus de problème de Ouais, clôture. ouais, Mais finalement, voilà, on a des animaux d'intérieur, Encore une fois, on favorise pas forcément les petits producteurs. comme le loup. Alors, Malgré le tout. sujet du loup, c'est un sujet qui t'est cher, c'est intéressant. Ben, ça. le tout, c'est ça, voilà, c'est les animaux en bâtiment, on pas de problème de loup. Et c'est une contrainte supplémentaire Parce qui que est, qui est imposée, entre guillemets, à tous les élevages extensifs, tous les élevages naturels, bio. Le Et, loup est une menace réelle, alors. Ah oui, oui, complètement. Ah oui. Oui, complètement. Ça dessine Donc des vous avez élevages. perdu des Et ça brebis. perturbe complètement le mode de pâturage, le mode d'alimentation. On ne peut plus mettre les brebis, Non, du parce tout. qu'elles risquent d'être mangées par C'est le ça. loup. Donc ça nous oblige à plus parquer, plus être dans les plaines, à surcharger un peu les pâturages de près. Et à faire sortir moins les bêtes. Et du à faire coup. sortir moins les bêtes. Bon, alors, laissons les loups de côté pour l'instant. Malheureusement, il faut faire avec. Allons voir les brebis. Allons voir les brebis et Allons les voir agneaux, voilà. brebis. Nous menons dans leur enclos quelques bêtes de Dagobert qui possèdent un joli cheptel de 270 brebis et agneaux, des mourorous reconnaissables à leur tête et pattes rousses. Cette race rustique venue d'Afrique du Nord est bien adaptée aux terrains accidentés de la Drôme provençale. Élevées uniquement en plein air, quand elles ne sont pas en transhumance vers les hauts plateaux, les brebis pâturent sur les 200 hectares de terrain autour de la ferme. Là, c'est la période de la journée où elles chôment principalement. Mhm. Et ça, l'été, en pleine chaleur, ça peut démarrer à 9 h le matin pour se terminer à 18 h. Ah ouais. Dagobert prépare tous les produits de sa ferme lui-même. Nous nous rendons dans l'atelier où il transforme ses viandes, notamment en copa et lonzo, des charcuteries d'inspiration corse. Donc Alors, là, tu as on a les chines les pour la chines copa. et le filet. Et le lonzo, c'est le filet. C'est le filet. Donc le on a lonzo est plus maigre, c'est Voilà, il est plus maigre. Enfin, le gras est à l'extérieur, tandis que pour la copa, le gras est vraiment Ouais. mélangé entre lardais. Alors, comment tu t'y prends? L'idée, c'est que on fait une saumure pesée pour être sûr d'avoir exactement le bon poids. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pèse la viande, Et tu Et vas en mettre la fonction quantité de saumure en fonction du poids de la, la viande. quantité d'assaisonnement précisément. Comme en une fonction- terrine, en fait. Oui, voilà, Ça. comme une terrine. Pour nos 2,9 kg de viande, nous ajoutons précisément 102 g de sel, 9 g de poivre, 2 pincées de piment du jardin séchées et autant d'herbes de Provence. C'est des grosses pincées. C'est des grosses pincées. Alors Il nous reste ensuite. le vin à mettre. Alors là, on va pas forcément le peser. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un liant, ce qui va nous permettre de coller le sel, de le dissoudre et de le coller un peu à la viande. D'accord. Alors, tu choisis un vin de la région, j'imagine. C'est le vin bio de nos voisins, D'accord. Coteau des Baronnies. Vin rouge parce que tanin. Comme tu n'utilises pas de sel nitrité, évidemment. C'est ça. Parce que le sel nitrité, ça contribue à colorer, mais on sait que c'est pas excellent pour la santé. C'est vrai que du coup, le vin rouge va apporter un peu de couleur. Et on va y mettre tout le reste. La viande bien enduite de l'assaisonnement est mise sous vide. Elle macérera ainsi 15 jours pour être imprégnée à cœur. Elle va être à côté de celles qui sont déjà en saumure depuis quelques temps. Ah d'accord, on voit la différence. Effectivement, Voilà. la viande a pré-cuit en quelque sorte. Puis elle a bien macéré. Elle s'est Et là, même, on sent même la fermeté du Ouais, morceau. absolument, qui ça a a rien à voir. qui a commencé à se raffermir. La charcuterie est ensuite égouttée et mise à sécher dans un filet durant 2 à 3 mois à l'air libre. Ah oui, là c'est la cape des merveilles. Voilà, une fois affiné, C'est du sérieux. on a donc les copalonzo, quelques jambons. Donc tu les laisses Saucissons, dans là. une chambre froide ventilée. Voilà. Tu les ressales pas. Ah non, non, là, ils sont juste égouttés à la sortie de la D'accord. saumure. Et ils restent même voilà, tels quels. On voit encore l'herbe de Provence et les éléments qui sont dessus. Et alors là, tu as ton lard. Voilà, là, il y a le lard. Et alors là, lui, il a passé pas mal de temps en L'herbe, oui. séchage. Là, Oui, c'est pour les, très, c'est pour les très sérieux. connaisseurs. Ah ouais, ça j'avoue que moi, ça fait partie de mes Ça, petits c'est pour les péchés mignons. connaisseurs.
Voilà. Et si on s'en jetait un, Eh ben, justement? on va pouvoir aller déguster. Allez. Voilà. La copa, toute prête, Ouais, prête à consommer. parfait. Et avec un petit accompagnement. Allez, chiche. Dagobert a réuni au passage toutes ses spécialités dans un panier. Nous nous installons pour un pique-nique en plein air, histoire de profiter du décor naturel si cher à notre agriculteur. Ah, c'est une compression de brebis, là. Oh, mais on va pas être mal, là. Ah, On voilà. va pas être mal du tout. Les fesses dans les chardons, ça va être parfait. Et toi, tu as toujours connu cet environnement, finalement? Tu as été élevé là? Oui, oui. J'ai toujours grandi soit ici, soit À en la alpage, campagne. soit dans ce genre d'univers, au cul des brebis, comme on disait. Sans regret. Sans regret, et puis avec l'envie de connaître autre chose aussi. Hein. C'est pour ça que je suis monté à Paris et j'ai appris mon métier de cuisinier là-bas. Tu as un avantage sur ces cuisiniers que tu as rencontrés, et peut-être certains des grands chefs, c'est que toi, tu produis ta C'est ça. propre alimentation. Alors là, je reconnais Donc, la copa. la copa, Ça, ce sont tes pâtes? ça, ce sont les pâtes aux petites épeautres que l'on fait, cuisiner avec un petit pesto Donc, maison. Oh, je vais goûter ça tout de suite, allez. Je tente. Et là, tu as fait un petit pesto basilic? Alors, basilic, ail, huile d'olive, d'oignons, bien entendu. On a bien le goût du grain. On a vraiment le goût de la céréale. Alors, on a une pâte qui est assez fragile. Oui, le petit épeautre ayant beaucoup moins de gluten. Beaucoup moins de gluten, bien Il y a moins moins présent. d'élasticité. Voilà, moins d'élasticité. Et pourquoi on la connaît si peu finalement, cette céréale? Pourquoi Elle a se été développe? longtemps délaissée parce qu'elle produit peu, elle produit Elle est sur pas des très terres rentable. pas forcément accessibles. Et puis le petit engrain a son enveloppe. Voilà, contrairement au blé, l'autre donc- souci, c'est donc ça, c'est qu'il faut il le pouvoir le décortiquer. Alors, faible production, un rendement qui chute de 50% au décortiquage. Du coup, ça la rend peut-être effectivement moins rentable, mais plus authentique et plus digeste du coup. C'est ça, à partir du moment où on ne cherche pas à sélectionner les plantes et qu'on les garde telles qu'elles sont et qu'on les transmet comme ça, elles gardent leur équilibre naturel. Alors moi, j'ai très envie de me faire un petit coup de pâté quand même, hein. Là, tu m'as mise en appétit entre cette visite dans ta cave aux merveilles. Hop. Hop, 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 hop. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Un petit peu de vin, un peu de cognac, Ah, c'est peut-être ça. Et de l'ail? un peu d'ail, du persil, du jardin. Et ben voilà, et après, viande et gras de porc, un peu de foie. C'est la qualité du cochon quand même, hein. Voilà. C'est ce qu'on va retrouver, c'est la qualité du produit. Ces savoureuses charcuteries sont accompagnées d'un jus d'abricot, le fruit roi de la Drôme. Mais Dagobert me conseille d'aller découvrir une autre spécialité de la région chez Mélina, qui va d'ailleurs nous faire un drôle de dessert. Mélina est agricultrice. Elle cultive à peu près 20 hectares de terre familiale faite de cultures locales. Le pois chiche, le petit épeautre, le tilleul. Alors tout ça ne nous fait pas un dessert. Et pourtant, grâce à l'eau de cuisson de ces pois chiches qu'elle met en conserve, elle va nous préparer une mousse au chocolat. Et dans la foulée, elle va nous faire des meringues. Viens ce jour, ma peau ne sait plus attendre. Viens, cours. C'est à Bézignan que Mélina perpétue une culture qui se pratique depuis le 19e siècle en Drôme provençale, celle de la fleur de tilleul, qu'elle vend en tisane sur les marchés environnants. Une activité emblématique ici car le tilleul des baronnies est particulièrement réputé pour sa haute teneur en huile essentielle et sa puissance aromatique. Font toujours autant d'effets. Bonjour Mélina. Bonjour Julie. Je te voyais pas perchée dans les Ah bah arbres, suis bien cachée. cachée dans les branches. Tu cueilles les fleurs, c'est ça? Ouais, la bractée, ça s'appelle ce qui comprend en fait la feuille et la fleur. Ça s'appelle une bractée. Oui, ça doit se faire forcément manuellement et une par une, hein. Tout à fait. C'est suspendu comme ça là. Eh bien, il y a là Ah, tu avec hop, on tout peut cueillir d'une main. d'une main. peux, sans abîmer l'arbre. Oui. Bon, faut être doux. Et mais dis-moi, non. ton échelle, là, elle m'a l'air d'être un peu Ouais. précaire, non, dans son installation. T'es sûre de ton C'est coup, au là? vent. On est un peu sur un bateau ici. Hein. Et là, il y a de quoi faire quelques tisanes, là, quand même. Ah hein. oui, il y a de quoi faire quelques tisanes. Hein. On peut cueillir jusqu'à 1 tonne, 1 tonne 2. Ah oui, et surtout quand on imagine le poids de la bractée, c'est-à-dire rien. Ben, rien du tout, ça perd 4 fois son poids une fois séché.
Donc ça, c'est le sac de la récolte. Voilà, la saquette. La saquette. La saquette, où on met le tilleul. Voilà. Oh là là, quelle odeur. Et là, tu vas ensuite Et après, rajouter ça voilà, à ta cueillette. je viens là et je verse ce que j'ai ramassé. Oh là là, ce verre, là, le vrai verre tilleul. Oui. Comment sais-tu à quel moment il faut cueillir la fleur et la bracter exactement? Alors, quand la fleur commence à s'ouvrir, tu vois là, sur la même bractée, il y en a une qui est passée. Et celle-ci qui est en fleur. Et ça dure longtemps ce moment de la récolte? C'est à peu près une période de 15 jours, 15 à 20 jours pour ramasser. D'accord, voilà. oui, c'est relativement court. Et alors là, maintenant, tu vas les faire sécher? Oui. Là, on va aller au grenier et on va l'étaler sur simplement au sol et pour le faire sécher. Ça tu veux que je t'aide? Ben, allez, avec plaisir. Alors, comme ça se fait normalement. Ah d'accord, tu croises. On croise. Ouais, c'est magnifique. Comme ça, et un nœud comme ça. Ça, ce sont vraiment les toiles traditionnelles de la récolte. Oui. Tu veux que je les prenne? Allez. Ça va, c'est encore dans mes cordes. Pas énormément. Extrêmement lourd. Ça en impose, ça impressionne, mais bon, à l'arrivée, ça doit peser quelques centaines de grammes. On vit sur des échelles chez vous. Oui, carrément. La hauteur. Hop, on le vide. Ouais. Allez, on le met direct là, comme ça. Oui, tout à fait. Et après, on va le brasser avec un bel outil traditionnel. C'est fait en quoi? C'est un peu plié. C'est très léger. Et là, voilà, on va l'aérer. Donc tu viens le brasser régulièrement? Oui, le matin ou le soir, on fait un tas. Et on le réétale pour qu'il sèche bien. Pour qu'il sèche uniformément? Oui, tout à fait. Faut pas qu'il s'oxyde, faut pas qu'il ternisse trop. Et ça, tu as appris à faire ça au contact de tes parents? Ah bah ouais, je suis un peu née dedans. Je pique une belle poignée de tilleul frais et suis Mélina vers la cuisine car nous devons réaliser les desserts de notre banquet. Une mousse au chocolat et des meringues faites avec de l'aquafaba. Bienvenue. Alors, l'aquafaba, qu'est-ce que c'est exactement? L'aquafaba, c'est le jus du pois chiche. Tout bêtement. Aqua, c'est l'eau et faba, c'est l'haricot. Le haricot en général? Voilà. Fèves, haricots. Tout à fait. D'accord. En fait, on peut faire ça avec tous les haricots. D'accord. Mais le plus neutre, en fait, au goût, c'est le pois chiche. D'accord. Donc ça, ce sont tes pois chiches? Ce sont mes pois chiches, tout à fait. Toi, tu as 2 hectares de culture de pois chiches? 2 hectares et demi, ouais, cette année. Ça pousse bien ici, le pois chiche? Bah oui, tout à fait. Ouais. C'est sur le bassin méditerranéen, c'est des lieux propices. Et tu travailles seule? Je travaille seule, ouais. Mon papa, il m'aide encore un petit peu. C'est courageux. Bah oui. Puis une femme agricultrice, on regarde un peu différemment au début. Ouais, parce qu'en plus, tu fais les marchés. Je prépare de la panisse, je prépare des salades. Tu transformes tes pois chiches, par exemple. Voilà, tout à fait. Le houmous, tout ça, tu le vends déjà prêt? Oui. Ça chôme pas beaucoup? Non. C'est à fond. Donc, meringue à l'aquafaba, c'est-à-dire que tu ne mets pas de blanc dedans tes meringues, ce qui effectivement est une prouesse. Oui. C'est quand même la base de la meringue. Donc, du sucre et de l'aquafaba, comme tu dis. Alors, on commence par quoi? On va mettre 100 g d'aquafaba. Mélina ajoute l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron pour parfumer et monte le jus de pois chiche jusqu'à obtenir une texture épaisse. Elle y intègre 200 g de sucre glace et 4 g de crème de tartre, un produit 100% naturel issu de la fabrication du vin, inodore et qui peut se confondre avec de la levure chimique. Au moment de la cuisson, ça ne va pas retomber, ça va aider. Ça, c'est de la poudre de vanille. Yes. Tout en versant nos ingrédients au fur et à mesure, nous montons notre appareil une bonne dizaine de minutes. C'est spectaculaire. Donc c'est... Je peux goûter? Bah oui, je t'en prie. Je prends sur les fouets. Non, c'est pas mal. On voit absolument pas la différence. On la sent absolument pas. C'est trop blanc. Ouais. Il ne reste plus qu'à façonner les meringues à la douille et Mélina réalise ça comme une pro. Super. La cuisson douce et lente des meringues s'opère à 130 degrés durant 1h15.
Et pendant ce temps-là, on fait de la mousse au chocolat? La mousse au chocolat. Tu as fait fondre déjà du chocolat, j'ai vu. Hein. Voilà. D'accord, Ouais. parce qu'il faut qu'il soit déjà fondu et refroidi. Un peu refroidi, ouais. Très bien. Bon, Parce que sinon, ça peut faire tomber redescendre en fait les blancs, enfin je vais dire les blancs d'œufs, mais le blanc. La mousse est également préparée au jus de pois chiche. Nous en prenons cette fois-ci 200 grammes. Il faut en manger des pois chiches quand on cuisine sans œufs. Hein. Nous montons ce jus fermement avec une cuillère de vinaigre de cidre pour donner plus de texture à ce blanc en neige sans œufs. Mélina intègre 100 g de sucre glace petit à petit, puis quelques zestes de citron. Le pois chiche est une école de la patience. La mousse bien ferme, nous intégrons les 200 g de chocolat fondu. Alors, à quel moment tu mets les pois chiches? La fille qui n'a pas suivi du tout. Je verse directement dessus? Alors, petit à petit. Non, petit à Tout petit, se fait comme petit à petit. Et alors toi, tu es végétalienne ou c'est du simplement parce que tu Non, c'est... disposes de l'eau de pois chiche et donc tu Bah t'en oui, sers, c'est quoi. des clients en fait qui m'en ont parlé. Ah oui? Du coup, j'étais curieuse d'explorer cette nouvelle cuisine qui a été découverte en 2014. Hein. C'est vraiment récent. C'est tout récent, ouais. La mousse au chocolat finalisée, Mélina se charge de la dresser dans des verrines et moi je m'éclipse pour noter ces recettes inédites. Pour refaire le dessert à l'aquafaba de Mélina, procurez-vous pour la mousse 200 g de chocolat à 70% de cacao, 200 g d'aquafaba, 100 g de sucre glace, 5 ml de vinaigre de cidre et le zeste d'un demi-citron. Et pour les meringues, 200 g de sucre glace, 100 g d'aquafaba, 4 g de crème de tartre, une cuillère à café de jus de citron et de la vanille en poudre. Regarde Alors, ça. oh, qu'elles sont belles! On peut goûter? Ah ben, avec plaisir. Allez. Le dessert avant le repas. Très très bon. Avec Alors, la petite l'idée- fleur, c'est bon. Ouais. Et alors c'est étonnant parce que la mousse est claire, donc on pourrait penser que le chocolat est un peu léger, mais il est quand même vraiment là. Tout à fait. C'est vraiment le blanc de l'aquafaba qui colore, mais qui ne domine pas en goût. Et t'as bien le citron aussi. C'est bon. Hein. C'est vrai, on sent vraiment bien le chocolat. Mais surtout, on sent pas du tout le pois chiche. Ça, c'est le grand Ouais. succès en fait C'est de vrai. ces recettes. Ouais. Allez, je laisse le soin à Mélina de préparer quelques verrines supplémentaires pour notre banquet et je poursuis ma balade chez un autre copain de Dagobert. Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau n'est pas bien. Petit oiseau sur la montagne s'en va, ne sait quand il reviendra. Nous prenons la direction de Sainte-Jalle pour rencontrer Rémi. Rémi cultive son orge, il cultive son houblon et il fait une bière à sa façon. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la Installé bière. près de Sainte-Jalle, entre les étendues de bois et de landes du coteau des Baronnies, Rémi Boude cultive avec passion 26 hectares de terre sur lesquels il fait pousser en agriculture biologique des céréales et du houblon. Des cultures brassicoles qui lui permettent depuis 2009 de réaliser une bière artisanale 100% dromoise, réalisée de A à Z avec les produits de la ferme. On va pas tarder à moissonner, là, on a quand même quelques grains encore verts. On s'aperçoit que quand l'orge est mûr, il est croquant sous la dent, il est dur. Et après, on prend de la paille et on voit si elle se casse. Et là, visiblement, quand on fait un nœud, elle se casse pas et c'est là où on voit que l'orge n'est pas encore mûre pour être moissonnée. Mais tout ce qui fait la typicité et l'arôme de cette boisson, c'est le houblon. Une plante qui pousse naturellement près des rivières et dont le nord de la France est la principale région productrice. Mais elle s'est néanmoins facilement adaptée au sol dromois. Rémi dispose de 80 mètres de houblon aromatique qu'il suit et récolte à la main. On procède à l'effeuillage du houblon.
Ce qui permet que l'humidité ne remonte pas sur les feuilles et du coup les maladies comme le mildiou qui est présent sur les tomates aussi se retrouvent sur les feuilles et anéantissent la plante. Dans le houblon, il y a des antioxydants qui permettent la conservation de la bière. Ça apportera un goût, une amertume et un parfum, quoi. Du coup, la récolte du houblon s'effectue à l'automne. On descend les fils et puis on cueille juste les fleurs qu'on fait sécher et puis qu'on compacte pour les mettre dans la bière. Rémi récolte près de 20 kg de houblon par saison, lui permettant de brasser 20 000 litres de bière par an. Des bières blondes et ambrées, volontairement peu houblonnées afin de mettre le grain d'orge en valeur. Alors ça c'est de l'orge maltais. Le malt en fait c'est de l'orge qu'on a cultivé qui est germé puis torréfié. C'est l'orge qu'on a produit sur la ferme en agriculture biologique. C'est pour ça qu'il y a d'autres plantes aussi. Ça apporte un petit plus à la bière, un peu plus de terroir. Une fois décortiqués et concassés, les grains sont infusés dans de l'eau chaude durant 1 heure minimum pour devenir un mou qui sera filtré et porté de nouveau à ébullition. Alors maintenant le mou est clair, il a été filtré et du coup on va pouvoir rajouter le houblon. Alors il faut le faire avec parcimonie, parce que ça a tendance à mousser. Alors là on sent les huiles essentielles du houblon. Ouais, qui se dégage. Cette décoction de houblon est ensuite clarifiée pour éliminer les résidus. Et avant de mettre ce jus à fermenter, Rémi a pour usage de le goûter avec son acolyte. Ça nous permet de voir si la bière va être trop forte ou pas assez forte, s'il faut rajouter de l'eau ou arrêter la filtration. On va déguster un peu là. Et ça c'est sans alcool, on peut en boire des litres et des litres. C'est une infusion de céréales. Bien sucré comme il faut. Parfait. Chin. Pour devenir de la bière, cette infusion de céréales devra encore fermenter 1 semaine avec de la levure qui transformera le sucre en alcool. Elle reposera au frais quelques semaines pour affiner son goût et sa texture mousseuse. Dagobert, qui l'apprécie et la propose à sa table, en a déjà prévu pour notre repas 100% drômois. Tu dis que tu nous vois déjà loin, tu parles de nous dans longtemps. Tu dis, et même si t'en sais rien, j'ai jamais connu plus convaincant. Tu dis quand tu parles à mon amour, c'est mon corps qui te répond. Encore du charme, encore le charme, on chante chaque phrase, c'est un canon. Ah, salut Dagobert, ça va? Bien dormi? Oui, t'es déjà affairé au petit déjeuner? Ah bah oui, on se prépare avec le soleil le matin. Rêve! Oh, quel endroit! Écoute, de tous les points de vue, c'est magnifique. Au calme, il n'y a pas un bruit ici. C'est le moins qu'on puisse dire. J'arrive tout de suite. Je vais mettre les pieds sous la table, là je t'ai pas beaucoup aidé, hein? Ça va, hein, c'était... Tu vas bien? Installe-toi. Ouais, merci. Voilà, on va pouvoir déguster un peu. Et donc le petit déjeuner sur la meule du moulin, c'était sur la meule du moulin, voilà. La bâtisse en dessous est un ancien moulin à céréales qui était en ruine quand on a acheté la ferme. Et du coup, on a récupéré les meules. Voilà, oui, bien sûr. Servi de table, il y en a encore 2-3 comme ça. Magnifique. Voilà. Une petite infusion? Mais oui. Voilà. C'est quoi alors? Alors c'est le tilleul de la région. Et oui, en ce moment, c'est la récolte. C'est la pleine récolte, voilà. Je crois que la plupart du tilleul français, en tout cas, est produit dans la région. Hein. Dans les baronnies, oui, c'est un lieu. Il est très réputé, d'ailleurs, il est très bon. Par contre, voilà, c'est quand même un travail fastidieux et ça se perd un peu. Il y a quand même de plus en plus de concurrence étrangère sur le tilleul. J'imagine. Merci. Oh là là, d'avoir les œufs brouillés des poules de la maison, ça c'est le pain. Et le pain au petit épeautre. Ah, c'est celui-ci, je suppose. Voilà. D'accord. Donc c'est ton petit épeautre? Alors celui-là, non, c'est mon voisin qui est producteur et boulanger. Mais faire le pain, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup de choses.
Et ça a eu un impact fort sur votre activité, j'imagine, ce confinement et tout ce qui s'en est suivi? Ben, un impact d'abord financier, puisque comme l'auberge est fermée, et ensuite, voilà, c'est ça de chiffre d'affaires manquant. Ensuite, on a eu beaucoup d'annulations, comme on avait beaucoup de mariages prévus. Ah, vous célébrez les mariages ici? Voilà, et tout ça s'est arrêté. Donc sachant que les activités diverses de la ferme tournent quand même beaucoup autour de cette ferme auberge. Donc, toutes les productions sont un peu adaptées en fonction de la ferme auberge et de son fonctionnement. Donc voilà, il faut essayer de trouver la bonne articulation. Et... je te trouve très courageux et positif en tout cas. Oui, après moi j'ai toujours été comme ça, hein, j'ai toujours été optimiste et positif. Là, c'est une des premières fois où malgré tout, voilà, ça met un petit coup dur et ça oblige à poser les valises et à réfléchir un peu au fonctionnement. Et tu ne te disais pas, finalement j'en faisais trop, j'entends beaucoup ce discours-là venant d'agriculteurs qui s'étaient laisser embarquer dans une multitude d'activités parce que la polyculture veut qu'on est obligé, quand on est exigeant, on essaye d'être au maximum autonome, donc c'est plein de métiers en un. Et on se retrouve parfois un peu accablé. On était complètement dans ce schéma-là, en fait, de vouloir en faire toujours plus. Mais bon, ça fait partie de ma motivation aussi, c'est-à-dire je veux maîtriser tout ce qui se passe, tout ce qui est servi, tout ce qui est produit. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Déjà, tu as réussi à ne pas faire le pain, tu as beaucoup pris sur toi. Oui, c'est ça. Tes œufs sont exceptionnels. Hein. Tu as mis quoi, un peu de crème? Alors, juste assaisonner sel poivre, un peu de beurre au départ, et puis un peu de crème pour stopper la cuisson. Voilà. Oh là là, qu'ils sont bons. Comme appris au CAP. Alors, en dehors de notre repas avec tous les copains de la vallée, de quoi sera faite ta journée alors? Eh bien là, aujourd'hui, j'ai quelques clients à livrer en produits de la ferme, en viande et puis en charcuterie. Parce que tu vas livrer à domicile aussi? Oui, on a surtout développé ça depuis le coronavirus. Et puis les produits, ils sont quand même là et puis il faut quand même pouvoir les vendre. Donc, tu vas aller faire ta tournée? On fait la tournée, voilà. On a quelques points de livraison chez des particuliers et ensuite au magasin de producteurs à Nyons. D'accord. Le petit déjeuner vite avalé, Dagobert s'affaire à réunir tous les produits de sa ferme pour remplir ses paniers gourmands destinés à la vente à domicile. Réalisé au départ pour vendre son surplus de produits, aujourd'hui ces paniers font 40% de son chiffre d'affaires. Et la période de confinement a plus que jamais renforcé cette activité, confortant Dagobert dans son choix d'une économie de proximité, privilégiant les liens entre les producteurs et les consommateurs. Mais laissons Dagobert à sa tournée pour reprendre la route sur ces chemins de traverse qui sentent bon la lavande. Nous partons pour Curnier, rencontrer Nadine et Sylvia. L'une a succédé à l'autre, la tante et la nièce, pour faire du vin. Et oui, c'est une région de vin, la Drôme. Une IGP, Coteaux des Baronnies. Et ce qui tombe bien, c'est qu'elles ont préparé une terrine de lapin. Après des études de viticulture, d'œnologie et quelques voyages initiatiques, Sylvia a créé son domaine viticole il y a 10 ans. Un rêve d'enfant qu'elle a pu réaliser en reprenant les terres familiales de son père et de son oncle. 10 hectares où elle plante les cépages de son choix et élabore ses propres rouges, blancs et rosés. En m'attendant, Sylvia est allée fureter dans la cuisine de sa tante Nadine pour apprendre les secrets de recette de sa terrine de lapin en croûte, une institution familiale. Coucou Nadine. Salut. Je t'ai amené le vin pour la recette. D'accord. Je t'ai amené du blanc pour la marinade. Donc, on va mettre le vin. Le vin, oui, tu me le débouches. Pendant ce temps, je vais mettre du thym. Tu mets tous tes petits aromates. Oui, je mets de la sarriette, un petit peu, mais pas beaucoup parce que c'est un parfum assez fort. Ça parfume beaucoup. Oui. Du basilic. Oui. Du jardin. Sylvia verse sur les 2 kilos de viande, de lapin et de poitrine de cochon la moitié d'un verre de vin blanc de sa production, bien sûr. Le vin, il n'en faut pas tant que ça, en fait. Nadine y ajoute une belle poignée d'olives de Nyons, région oblige, et du sel. Je mets à peu près 15 grammes de sel par kilo. Mais vu que je mets des olives qui sont déjà salées, j'en ai mis un petit peu moins de sel. Ok. Puis elle malaxe le tout à la main. En fait, c'est une recette que ma grand-mère faisait parce qu'elle élevait déjà des lapins, en fait, sur cette exploitation. Donc c'est quelque chose qui est sympa pour moi d'apprendre parce que je ne sais pas du tout faire ça. Mais j'en ai mangé depuis que je suis petite.
Ma mère faisait déjà des terrines de lapin, ma belle-mère aussi, donc moi je continue sur la lancée. Sylvia réserve la préparation au frais et se lance dans la confection de la pâte brisée qui va enrober la farce de lapin en mélangeant 250 g de farine, un jaune d'œuf, 50 g de beurre fondu, 12 centilitres de crème fraîche, puis elle verse une petite rasade d'eau. Tu remues un petit peu et puis après tu mets les mains pour pétrir. D'accord. En fait, dans le pâté croûte, ce qui est bon, c'est la croûte aussi. C'est la croûte qui a pris le goût de la viande. De la viande en cuisant. La pâte est réservée, ce qui permet à Sylvia et Nadine de poursuivre la marinade de la viande en y intégrant 4 œufs entiers battus en omelette. La farce se tiendra d'autant mieux. La pâte brisée reposée 2 heures peut être maintenant abaissée. Juste un petit peu de farine sur le rouleau. Sur le rouleau. Pas. Voilà, et puis tu étales. Et j'étale. Donc je soulève sans la craquer. Attends, tu vois, regarde. La technique. Faut que ça dépasse. Oui, on va récupérer la pâte après pour faire le dessus. Voilà. Okay. Et après, on va mettre la remplit de farce. Alors, il faut quand même bien appuyer pour pas qu'il y ait des bulles d'air, voilà. C'est ça? Oui. Nadine appose 2 feuilles de laurier et un brin de sauge sur la farce avant de la recouvrir d'une dernière pièce de pâte. Sylvia borde bien la terrine, puis dore la pâte au jaune d'œuf. Le secret de cette recette, c'est que tous les produits sont de la ferme. Et après... La petite cheminée. La petite cheminée. On met une petite feuille de laurier pour faire une cheminée pour que l'air puisse passer pendant la cuisson. Cuit. Donc maintenant que c'est prêt, on n'a plus qu'à faire cuire. Hein. Voilà, on le met au four et on le fait cuire au bain-marie pour que la viande soit moins sèche. Ah d'accord, ça évite que ça la cuise trop fort d'un coup. La terrine cuira à 180 degrés pendant 1 heure, puis à 200 degrés encore 1 heure et demie. J'arrive sur le domaine de Sylvia où je vais pouvoir réaliser une dégustation de ses productions maison et sélectionner les vins qui accompagneront notre repas final. Bonjour mesdames. Bonjour Julie. Donc, vous vous offrez un joli décor là. Ah, c'est joli, c'est verdoyant en ce moment. Oui, alors ce sont les vignes de la propriété. C'est ça. Oui. Oui. Et alors là, vous avez planté quel cépage alors? Qu'est-ce qui correspond à cette... Alors, c'est pas une appellation, moi je pensais que c'était une appellation. Non, c'est une IGP, une IGP. Donc indication géographique protégée. Donc c'est ce qui les a coteaux des Baronnies. remplacé, voilà, coteaux des Baronnies, c'est ce qui a remplacé les vins de pays avant. Et en encépagement, donc moi sur mon domaine, on a 4 cépages en rouge et 4 cépages en blanc. Vu qu'on n'est pas en appellation, il n'y a rien d'imposé. D'accord, c'est simplement la zone géographique. Exactement. Donc en blanc, on a Viognier, Sauvignon blanc, Muscat et Chardonnay. Et en rouge, on a Grenache Syrah, qui sont les cépages de la vallée du Rhône, et Cabernet Sauvignon Merlot, qui sont des cépages bordelais. Bordelais, d'accord. Sylvia me propose un verre de son vin blanc, celui qui est présent dans la terrine de lapin en croûte qui accompagne la dégustation. Alors, blanc, avec un assemblage un peu atypique. On est sur un Viognier et Sauvignon blanc. D'accord. Donc, le Viognier est un cépage local de la vallée du Rhône et le Sauvignon blanc ne l'est pas. Donc, on est sur un blanc qui a été fermenté, élevé en demi-muit. Ah, je sais pas ce c'est que c'est. des barriques qui sont beaucoup, enfin des tonneaux qui sont beaucoup plus gros que celle-ci. D'accord. Et c'est vous qui faites les assemblages alors? C'est ça. C'est vraiment le vin de Sylvia. C'est ça. Mais les vignes de Nadine. Elle y a travaillé, oui, Nadine. Hein. Oui. Elle s'est taillée et bourgeonnée, elle sait faire tous les travaux. Oui. C'est agréable. On sent bien le Viognier qui me donne vraiment de l'amplitude et qui est très On a plus de corps, oui. Ah ouais. Et c'est vrai que sur la terrine, ça va bien. Ouais. C'est très bon parce qu'en plus, c'est le lapin qui fait ça aussi, mais c'est léger. Mais quelle est la caractéristique principale finalement de cette IGP justement, des coteaux des Baronnies? La caractéristique, c'est des vins qui sont frais, légers facile sur à le boire. fruit. Il ne faut pas attendre trop pour les déguster, Exactement. j'imagine. Et Sylvia, vous n'êtes pas en bio alors du coup? En conversion. Ah d'accord. En conversion vers l'agriculture biologique. C'est un gros travail cette conversion? Non, j'étais pas très loin, on va dire. Mais c'est vrai que là, ça demande un peu plus de travaux manuels. Sortir la pioche et trouver des équipes pour piocher. Mais ça se fait bien. Et alors, vous pensez que vous aurez le temps de refaire une terrine?
Ça, c'est drôlement sympa parce qu'à mon avis, il va y avoir des amateurs. C'est à la ferme de Rochebrune que se prépare la dernière étape de notre voyage, et pas des moindres, puisque Dagobert doit me montrer l'une de ses spécialités culinaires, l'agneau rôti et ses ravioles d'épeautre, aux chèvres frais et aux olives. Joli programme. Ah, dis donc! T'as sorti ton tourne-broche ambulant? Oui, la tourne-broche sur remorque au feu de bois et on s'en sert beaucoup quand on fait des repas à l'extérieur, pour les mariages par exemple, des choses comme ça. Alors là, donc tu as mis le gigot et quoi d'autre? Là, j'ai un collier, voilà, on va faire rôtir tranquillement. Tu là, les arroses de quoi? On l'assaisonne tout simplement, sel, poivre, huile d'olive, mais voilà, un peu de thym en fait. Et ça va cuire pendant combien de temps? Là, ça va tourner pendant 1h30, 2 heures. L'intérêt de cette remorque, c'est qu'on peut la fermer et ça cuit comme un four en fait. Ah, pas mal. Nous laissons la viande rôtir tranquillement pour faire les ravioles à l'air libre, car Dagobert a improvisé une cuisine d'été. On va démarrer avec 200 grammes. Alors, 200 grammes de farine de petite épeautre. De petite épeautre. On va y casser un œuf. Ouais. Entier direct. Entier directement. Dedans. Et on pourra ajuster avec un peu d'eau au besoin. Et là, normalement, il faut mettre la main à la pâte. Bah, très bien, allez. Et on va rajouter un peu d'eau au fur et à mesure. Tu mets pas de sel, j'imagine? Non, parce que dans la pâte, l'assaisonnement vient à la cuisson. Oui, bien sûr. Et là, il faut qu'on fasse une boule. Il faut qu'elle soit élastique sans être ni collante ni sèche, quoi. C'est ça. Alors, un des avantages, c'est comme elle est faible en gluten, on ne va pas avoir besoin de la faire reposer. On va pouvoir la travailler tout de suite. D'accord. Est-ce que tu penses que la texture est bonne? Elle est très bien. Nous la mettons de côté le temps de faire la farce au fromage. Dagobert a pris un fromage de chèvre frais de la vallée et j'ai rapporté des olives de Nyons préparées par Nadine. On va les dénoyauter et les concasser légèrement. D'accord. Tu en veux combien à peu près? Oui, voilà, comme ça, 5-6, ça va être très bien. Ça, c'est une recette que tu as mise au point pour la ferme auberge? C'est ça. Alors, quelquefois, on la sert soit en accompagnement, soit en entrée. Et dans les périodes plus hivernales, la même recette est servie en entrée, mais dans un bouillon. J'imagine que ta cuisine est très imprégnée par les saisons aussi, par les produits qu'on trouve au moment. Mais ça va dépendre de ce que j'ai au jardin et de ce qui va être disponible. Nous assaisonnons de poivre, d'un peu de sel, de basilic frais ciselé, du fameux piment de la maison et finalisons la farce avec une petite rasade d'huile d'olive. Maintenant, on peut commencer à laminer la pâte. Notre farce est prête. Alors après, comme c'est une pâte relativement fragile, plus on va la passer, plus elle va avoir tendance à craquer. Nous passons la pâte à 3 reprises dans le laminoir pour obtenir l'épaisseur voulue. Voilà, elle est magnifique ta pâte. Voilà. Effectivement, là, on comprend le grain d'or. Je réalise 15 ronds de pâte à l'emporte-pièce et j'y dépose une noix de farce fromagère avant de les refermer en demi-lune. Ensuite, je mets un peu d'eau sur la bordure. Pour coller. C'est un grain amoureux, il se colle facilement. Et on ferme en essayant d'évacuer un maximum d'air. Voilà, c'est ça, pour pas qu'elle se retrouve à la cuisson, sinon ça les fait exploser. Oui, bien sûr. Une belle Ça va, chef? Super. Tu m'engages? C'est parti. Ah, écoute, dans ce paysage, moi je veux bien. Hein. Il n'y a plus qu'à jeter les pâtes dans l'eau frémissante, 3-4 minutes, et à noter précieusement la recette avant de lancer le repas. Pour les ravioles d'épeautre aux chèvres frais et aux olives de Nyons de Dagobert, faites la pâte avec 200 g de farine de petite épeautre et un œuf. Pour la farce, mélangez 240 g de chèvre frais, 16 olives de Nyons ou olives noires de qualité, un petit bouquet de basilic, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette, du sel et du poivre. Alors, où en sont-elles, ces petites ravioles? Là, elles sont bonnes, on va pouvoir les égoutter. Ouais. Et puis, on va pouvoir les goûter surtout. Mais tiens, on y compte bien. Voilà, les jolies ravioles. Super, merci. Et ben voilà, merci beaucoup. L'assaisonnement qui un petit filet d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive, voilà. Un peu de basilic. Et on va un joli petit plat. Allez, j'en pique une? Ah, il faut goûter. Juste pour goûter. Merci. Tu veux? C'est bien, le fromage s'est bien tenu. Il a commencé à cuire et à fondre un peu. Ouais, mais pas trop non plus. Et on devrait avoir... très bon. Là, tu as l'impression que c'est un concentré de la Drôme provençale, tu sais. Tout est là. Tout est là. Ni plus ni moins. C'est délicieux.
s'installe ici pour l'apéritif. Voilà, pour l'apéritif, on sera bien, voilà. Tu nous as fait quelques charcuteries sérieuses. Oui. Bonjour Voilà. les amis. Mélina avec ses mousses au chocolat végétal et Rémi, notre brasseur artisanal, arrivent à point nommé pour démarrer l'apéritif. Mélina. Petit dessert. C'est beau. dessert à la Oh coiffe à là barre. là, regarde. Super, Cette harmonie de couleurs. Le tilleul tout frais. Et la bière, toute fraîche aussi. Ah Faut oui, espérer. tiède. Alors montre-moi ça. Tu nous as apporté une blonde et une ambrée. En drôme tropical. Ah, c'est oui. tout un programme. Ouais, Bière fermière brassée en drôme tropical. oui, Tu parce t'es que fait la mousson, en drôme tropical, plaisir. ce serait... Ah, malin, malin. Bon alors ça, comme c'est un peu Ouais. tropical aujourd'hui, effectivement, je tout à vais mettre tes mousses au frais. Hein. Et puis, ben, vous pouvez commencer On va commencer à ouvrir. les bières, Alors, on va d'ailleurs. ouvrir quoi? La blonde? Et nous n'allons pas manquer de vivre, car Monique et Sylvia arrivent les bras chargés de leur vin et de leur terrine de lapin en croûte. Tenez, donnez-moi, ça va être parfait. Merci, Pour la dégustation. la blonde pour la blonde. Merci. Pour la blonde. Alors goûtons. Bah, tu vois, moi qui suis pas une Ouais, grande ouais. amatrice de bière, je la trouve extrêmement agréable. L'amertume n'est pas trop marquée. Mm. C'est lié à quoi l'amertume d'ailleurs? Et les houblons. Et en fait, mon but, c'est quand même de respecter un équilibre entre les houblons et les céréales. C'est de l'orge ou il y a d'autres Ouais. céréales? Or, j'ai petit épeautre un petit peu. Ah, ça nous aurait étonné. Ouais, quand même. Mais j'ai mes secrets de fabrication. Ah oui, forcément, la bière dromoise, elle est Ouais. au petit épeautre. Nous faisons honneur aux produits de Dagobert qui garnissent la table. Terrine de campagne, rillettes et lonzo laissés à température ambiante pour exhaler au mieux ses saveurs. Tu fais bon vivre en Drôme, hein? Est-ce qu'il vous arrive de sortir de la Drôme provençale justement pour aller dans la Drôme qui ne l'est pas? Ouais. Pour l'apprécier encore plus, je pense qu'il faut sortir. Ce sont vraiment des paysages complètement différents, des cultures différentes. La Drôme, c'est un condensé de la France. Il y a le Il y a côté la arboricole, la grande culture, Absolument. élevage, On a montagne. des noyers, des C'est un condensé oliviers, de on la a les deux. Enfin, il y a un peu la mer en France quand même, non? Ou je me trompe? Oui, bah, sans la mer, on va dire. C'est le seul élément qui manque. Nous poursuivons nos discussions autour de la table où la terrine de lapin en croûte de Nadine et Sylvia fait office d'entrée. C'est un privilège de déguster tous ces mets en compagnie de leurs producteurs qui sont à l'image de l'agriculture dromoise, respectueuse de son environnement. Toi, Mélina, tu es en bio Oui, également, en bio, comme oui. Dagobert? Oui. Intégralement, les 20 hectares. Intégralement, oui, Mhm. tout à fait. Depuis Et 2010. toi, conversion? En conversion. Et toi, Rémi? En bio. En bio aussi. La Drôme est d'ailleurs le premier département bio. Enfin, je crois qu'il pilote, l'était. Il a été vaguement dépassé par le Gers, mais enfin, c'est au touche-touche. Ah, peut-être. Mais c'est vraiment un des départements Oui, où c'est ça. le bio est le plus répandu. Hein. Parce qu'on est dans un département où il fait beau, on a moins de problèmes Sec, du fait beau. de la pluie. Exactement. Donc, il y a moins de pression de parasites, maladie, moins de bien maladies, sûr. parce que c'est ça la clé finalement. Ouais, c'est hein. ça. Et c'est avant tout un engagement par rapport à l'environnement ou aussi pour vous parce que vous L'environnement, vivez sur notre l'exploitation, sur les vignes? Notre santé, c'est nous les applicateurs. On est quand même les premiers ciblés au niveau de toutes ces molécules chimiques qui Bien sont sûr. quand même pas anodines. Quoi. Anodine. Mon père était en conventionnel et moi je comprenais pas trop quand il semait du blé. On pouvait pas manger le blé parce que quand il l'achetait en sac, il était enrobé d'un produit contre les ravageurs. Et ça m'avait marqué. Mais eux, c'était l'ère des phytos aussi. Hein. Carrément. C'est vrai qu'il y a eu une ère où c'était révolutionnaire. Pas Mais de révolution gants, verte. pas de masque. pas de mal, oui, vous oui, soyez limite à la main, au bras. Dans la sulfateuse. Mais bon, quand même, les dernières années que mon mari a exercé, on allait plus sur la culture raisonnée, disons. Conventionnel, raisonné. D'accord. Voilà. Elle est excellente cette terrine. hein. Mais bonne, hein. je soupçonne que tu ne m'as pas tout dit. Pourquoi Je sens des baies, je sais pas, il n'y a pas des choses que tu m'as pas... Des aromates. Déjà, tu vois, tu m'avais pas Romarin. dit que tu mettais de la sauge dedans. Tu m'as dit, je mets un brin de sauge dessus. Non, il y a de la sauge dedans. Moi, je veux tout savoir. Il n'y aurait pas des baies de genièvre ou un truc Ah comme ça? non, 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 il n'y a pas de baie de genièvre. Bon, eh ben, écoute, c'est bon naturellement. Voilà. Oui, vraiment. L'entrée à peine achevée, Dagobert apporte sa pièce d'agneau rôti et les ravioles de fromage. Alors, définitivement, il y a agneau et agneau, hein, quand même, parce que là, je suis rentrée dans une autre dimension Ah, de tu me fais l'agneau grâce à plaisir, toi. là. Tu as l'impression de manger la prairie, les pâturages, quoi. C'est fou. Mon père dirait c'est le meilleur agneau du monde. Et il a beaucoup de phrases comme ça, bien déterminées. C'est parce que tu n'oses pas le dire toi-même comme Oui, ça. c'est peut-être ça aussi. Ouais. Quelque part, il faut être fier de son travail et il faut l'atteindre, la fierté, pour pouvoir la revendiquer.
Et finalement, est-ce que ces territoires dont tu dis eux-mêmes que ce sont des terres pauvres, qui sont un peu enclavées géographiquement, est-ce que c'est pas ça qui vous a permis de garder votre identité, la polyculture, par nécessité finalement? Oui, et puis on dit pas mettre tous les œufs dans le même panier, hein, c'est aussi ça l'intérêt. Après, il y a un intérêt aussi agronomique, c'est-à-dire que sur les parcelles, c'est bien si on fait varier les cultures. Et en faisant varier les cultures, du coup, on est obligé de diversifier. Et est-ce que vous arrivez les uns et les autres à prendre un peu de vacances, à partir un peu, ou ça fait absolument pas du tout partie de votre vie et de vos priorités? On est en vacances ici. Ah, voilà, c'est ce que j'entends partout. Ils n'ont pas tort, ce cadre enchanteur est un appel à la détente et à la gourmandise. Mélina apporte d'ailleurs ses desserts faits avec de l'aquafaba. Nadine, à ton avis, cette mousse au chocolat que tu vois ici sous tes yeux ébahis est constituée de quoi? De chocolat, moi. De chocolat, certes. Si ça s'appelle une encore. Bah, il y a des œufs. Ah, justement, Il n'y a pas d'œufs. question. Il n'y a pas d'œufs. Alors par quoi les œufs sont-ils remplacés? C'est une mousse végane, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Alors, on était loin du vegan jusque-là dans le repas, d'ailleurs. On peut calmer. Mais là, alors, figure-toi que c'est... Bah, raconte à Nadine. Ouais, elle est faite avec l'eau de cuisson du pois chiche. Ah. La tête de Nadine. Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est surprenant. Voilà, une petite surprise pour le dessert. Donc il est légèrement sucré, mais c'est un muscat sec. Et donc avec le dessert, ça peut être un bel accord. Bon, allons-y. C'est bon, hein, c'est léger. Et l'avantage, c'est que c'est riche en protéines. C'est lié à une super variété de pois chiches quand même qui est endémique des Baronnies. Le petit aimé, qui est un tout petit pois chiche et qui a plus de 25% de protéines. Ah, d'accord. Donc le pois chiche d'ici est particulièrement riche en protéines. Il est très bon ton muscat. Hein. Oui, il n'est pas trop sucré. Il est extrêmement floral. Il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon. Il est idéal. Coteau des Baronnies. Eh ben, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette nouvelle balade en Drôme provençal. Une région que l'on affectionne, où l'on revient volontiers. Il y a tant de choses à découvrir. Alors venez, vous aussi, venez faire du vélo, venez marcher, faire du trekking, découvrir ces endroits, ces producteurs. Bref, venez ici, ce pays admirable de collines heureuses et de lumière qui me paraît être un paradis terrestre. Comme le disait Jean Giono, un homme du Sud, et Dieu sait qu'il avait raison. À bientôt.